Bonjour. Pour cette séance, je vous propose de faire un petit topo sur le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, mais également sur les différents types de régimes que cette séparation des pouvoirs peut faire naître en fonction de sa mise en œuvre. La séparation des pouvoirs est un principe fondamental de nos institutions, des régimes démocratiques. Pour paraphraser le garde des Sceaux, Michel Debré, qui a utilisé cette formule à l'occasion du président de la République sous la Ve, la séparation des pouvoirs est le véritable clé de voûte des régimes démocratiques. Elle a été théorisée par de nombreux auteurs, dont les plus connus sont Aristote, Polybe, saint Thomas d'Aquin, mais plus récemment également John Locke et le plus connu d'entre eux, Montesquieu, dans le chapitre 6 du livre 11, intitulé « De la Constitution d'Angleterre, de l'esprit des lois ». L'idée de Montesquieu est simple. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. À partir de ce constat, il propose de conférer à des autorités distinctes chacune des trois fonctions inhérentes à un État traditionnel. Le pouvoir de faire la loi, qui sera généralement confié à une assemblée délibérante, le pouvoir d'exécuter la loi, qui sera généralement confié à un gouvernement, ou à un président, ou à un roi, un monarque, et enfin, le pouvoir de trancher les litiges que l'application de ces textes peut faire naître, soit entre les concitoyens, les citoyens entre eux, soit entre les citoyens et l'État. La séparation des pouvoirs, c'est donc une recette de bonne politique, mais c'est également l'assurance d'avoir un gouvernement modéré qui ne va pas mettre en péril la sûreté et la sécurité et les libertés individuelles de l'État. D'ailleurs, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, repris dans le préambule de nos institutions de 1958, dispose « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution ». Mais la séparation des pouvoirs ne s'arrête pas là. C'est également un moyen de classifier même les différents régimes. Si la séparation des pouvoirs est dite souple, on aura un régime parlementaire, avec différents moyens d'action d'un pouvoir par rapport à l'autre. Par exemple, la dissolution du Parlement, dont sera titulaire l'exécutif, mais également la possibilité pour l'Assemblée de renverser, par la motion de censure ou par la question de confiance, le gouvernement. Si la séparation des pouvoirs est dite stricte, on aura davantage un régime présidentiel du modèle américain, avec les fameux check and balances, freins et contrepoids, qui permettent aux différents régimes d'avoir des interactions entre elles, sans pour autant permettre à l'un de totalement bloquer le fonctionnement du régime. Enfin, si la séparation des pouvoirs est dite formelle, c'est-à-dire inscrite dans les institutions mais non respectée dans la pratique, on aura le régime d'assemblée, c'est-à-dire un régime dominé par le pouvoir législatif, généralement confié à une autorité, à une assemblée unique, qui peu à peu aura une importance prépondérante au sein du régime en faisant de l'exécutif le simple organe exécutant de ses propres délibérations. Donc la séparation des pouvoirs, tout sujet sur la séparation des pouvoirs devra prendre en compte ces différents éléments, à la fois l'aspect traditionnel et l'aspect contemporain. Ajoutons, pour parler uniquement du cas de la France sous la Ve, qu'on peut même aller plus loin dans la séparation des pouvoirs en créant deux organes judiciaires, un organe, une véritable autorité judiciaire et également une juridiction administrative ayant pour objet de régler les différends opposant l'État et les concitoyens. Je vous remercie.